cette deuxième conférence du Chaudron, nous accueillons Patrick Bouchain, j'ai envie de dire Patrick Bouchain camondien. Et là, on n'est quand même pas peu fiers. Mais pas que. Fondamentalement, il y a 3 mots qui sont affichés derrière nous, qui sont penser, construire, partager. Je pense que ça définit très bien la pratique de Patrick Bouchain. Cohabiter aussi avec l'humain au centre du projet, et évidemment la culture comme relation d'interrelation dont parlait tout à l'heure Michel Lusseau. Donc je vais lui donner la parole. Il est arrivé avec une conférence très énigmatique, un titre de conférence très énigmatique, donc qui est « Ça ne sert à rien ». Sandrine ne voulait pas l'entendre. Elle dit, et alors? J'ai dit, bah non, ça ne sert à rien. Alors je voulais presque dire que faire une conférence, ça ne sert à rien. Aller à l'école, ça ne sert à rien. Et éventuellement, avoir un métier spécialisé, c'est même dangereux. Voilà, ça ne sert à rien. Alors non, en effet, je vais accepter cette... Il faut que je me recule. Ah, il faut me filmer. Pour Toulon. Non, si vous voulez, c'est... Parce que mon histoire est particulière. Je la raconte souvent parce qu'elle n'existe plus. Ce rapport n'existe plus. C'est mon père qui a considéré que je m'ennuyais à l'école. Je n'étais pas un mauvais élève, mais que je m'ennuyais à l'école et qu'il avait un attachement particulier. J'étais le dernier enfant d'une fratrie, si vous voulez. Et il a décidé de me retirer de l'école. C'est pas moi qui ai quitté l'école, c'est lui qui m'a retiré de l'école. Et il a tenté de me former en disant « Je te formerai mieux que l'école ne te forme ». Et il en a parlé à quelques amis. Et donc, il avait un de ses amis qui était donc à l'époque directeur de l'école Camondo, qui a dit « Je le prends ». Et j'avais 15 ans, si vous voulez. Donc, c'est assez particulier puisque j'étais dans un collège de jésuites où il y avait que des hommes. Et je rentre à 15 ans dans une école où il y avait à peu près 60% de femmes, et de filles très développées, très cultivées, Et donc, j'ai été, en fin de compte, une sorte de mascotte de la première année, en 1961, de l'école Camondo, rue de Monceau. Et je me suis totalement, si vous voulez, épanoui dans cette école parce que j'étais hors programme, j'avais un âge qui ne correspondait pas, j'avais un niveau de formation qui ne correspondait pas. Et j'étais donc curieux de tout. Et c'est ce qui a fait, peut-être, que toutes les discussions qu'on s'est posées tout à l'heure, que Vincent a posées sur les mots qui étaient inscrits au tableau, je me suis dit, en fin de compte, moi, tout ça, ça m'intéresse et je ne veux pas appartenir à une corporation. Voilà, donc, du coup, l'école Camondo m'a permis, puisqu'elle était déconsidérée par les écoles dites spécialisées ou les écoles corporatisées, si vous voulez, elle m'a permis de m'apercevoir que la corporation, c'est ce qui tuait, en fin de compte, la liberté. Donc la corporation des architectes ou la corporation des designers, la corporation des décorateurs, la corporation des graphistes, tout m'intéressait, si vous voulez, mais je ne voulais pas appartenir, je voulais être un peu polymorphe et aller de l'un à l'autre. Ce qui fait que j'ai donc, pour cela, été obligé de me cacher. Parce que vous ne pouvez pas exercer une profession si vous n'avez pas le diplôme de cette profession ou si vous n'êtes pas adhérent du syndicat. Et à l'époque, il y avait des longues discussions. Est-ce que architecte d'intérieur, ça peut porter le mot architecte? Les architectes voulaient exclure le mot même architecte d'intérieur. Il y en a certains qui disaient, mais architecte d'intérieur, c'est l'architecture, puisqu'on ne voit pas à quoi servir une architecture si à l'intérieur, ce n'était pas une architecture. On pourrait dire, c'est ce que disait Michel, la forme, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est d'abord habiter, et si on habite, le produit de la forme. Donc, je me suis dit, en gros, je ne serais ni architecte, ni ingénieur, ni constructeur, ni... Là, j'ai même été prototypiste. Vous voyez, donc, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que la seule chose pour laquelle on ne m'attaquera pas, c'est quelqu'un qui ne fera que des prototypes, qui ne fera que expérimenter et qui fera qu'une fois un seul objet, qu'il l'abandonne en gros pour qu'il y ait un après à cet objet conçu et que cet après, d'ailleurs je le donnerai à n'importe qui, à un artisan ou à un industriel. Et donc du coup c'est ça qui m'a sauvé. Donc c'est pour ça que j'étais, comme René Jacques et Sandrine plusieurs fois m'ont invité, je suis débordé. J'avais toujours dit j'irai à Camondo, j'irai à Camondo, j'irai à Camondo, et je ne suis pas venu. Et aujourd'hui, comme il y avait Michel en plus, je voulais écouter Michel et passer après lui. Voilà, donc,
Parce qu'on a des proximités, bien qu'on ne se voit pas. On se voit très peu. On se voit d'ailleurs dans des cas, que ce soit à Grande-Sainte ou dans des colloques. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne se voit pas, quoi. Et donc, c'est un peu ce qu'on pourrait se dire. On pourrait dire que le chaudron devrait être en lui-même qu'une école. Camondo ne devrait plus exister, il ne devrait y avoir qu'un chaudron. Mais comme vous le savez, un chaudron, c'est pour faire la cuisine. C'est pas pour simplement le chaudron. Ça, c'est la forme. Donc, est-ce que, en effet, le chaudron pourrait être une école du dehors? Est-ce que le chaudron pourrait être une école qui est rattachée à Camondo, qui est le chaudron, mais dont la cuisine est dehors? La cuisine, elle n'est pas... alors on fait pas, c'est pas endogamique, on n'est pas tout le temps onanique et voilà, se faire plaisir tout seul. Il faudrait donc aller dehors. Alors, comme il y a tellement de sujets qui sont traités par Michel, et que Michel est un homme construit au niveau de la pensée, et que, en effet, vous avez quand même reçu un coup tout à l'heure par des livres que vous n'avez pas lus, par des mots que vous n'avez pas entendus, par disons, un raccordement de choses que vous entendez par morceaux qu'il a donc construit. Comme il le dit, ça mériterait 48 heures de cours, et que vous ne les avez pas, ces 48 heures. On pourrait se donner une règle, c'est que, d'abord, moi je vais m'en donner une, c'est que, je vais vous dire pourquoi, on pourrait dire je n'ai rien à dire. Voilà, donc, puisque ça ne sert à rien, je n'ai rien à dire. Voilà, on pourrait dire, qu'est-ce que vous avez à me dire de ce que vous avez entendu de Michel? On pourrait se dire, on pourrait changer tout le dispositif. J'ai déjà fait une fois avec Michel, on vire toutes les chaises, on s'assoit en rond, et on commence à parler entre nous, quoi. Je veux dire, on fait lieu de ce lieu, quoi. On se l'applique à soi-même. On ne peut pas donner des leçons ou observer le monde et continuer à avoir des rapports comme ça, quoi, des rapports... voilà. Enfin, moi, je déteste ces rapports. Voilà. Le premier rang avec les officiels, le deuxième rang avec les professeurs, le troisième rang avec les bons élèves, et puis le dernier rang avec ceux qui ont faim. Voilà. Donc on pourrait faire. Alors, je vais quand même donner juste, parce que moi, je préfère raconter des anecdotes qui sont des anecdotes de la vie. Et ces anecdotes de la vie, en fin de compte, illustrent les propos théoriques que Michel a tenus. Le vide, on va dire, moi, il y a très longtemps, alors c'est terrible parce que votre profession, ou la mienne que je pratique maintenant, l'architecture et l'urbanisme, on est payé proportionnellement au montant des travaux. Il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que plus vous dépensez, plus vous êtes payé. Et donc, j'ai inventé le système des honoraires inversement proportionnels. Moins on dépense, plus on est payé. Vous voyez ? Donc, plus de matière grise, moins de matière. Mais ça, il y a 40 ans. Donc, ça a été très dur de dire, mais voilà, peut-être que je ne vous donnerai rien, mais je vous empêcherai de dépenser. Voilà, donc peut-être que de m'avoir pris, c'est faire une économie sur quelque chose, et cette économie et l'argent que vous me donnerez sera très infime par rapport à l'argent que vous auriez dépensé en dépensant beaucoup pour l'équipement ou l'objet que vous alliez construire, et peut-être qu'on pourrait réinverser, moins je dépense de matière, plus je suis payé en matière grise. C'est-à-dire, plus je réfléchis, plus j'imagine. Et j'ai commencé à me rendre compte que c'était une voie formidable, parce qu'il faut réinventer la commande. Si on attend que le monde change alors que vous êtes au bout de la chaîne de la formalisation d'une commande, comme Michel l'a tenté là, tout à l'heure de vous l'expliquer, mais c'est complexe, il n'y a pas de forme a priori, il y a une forme a posteriori, alors il faut donc agir sur l'a priori. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un autre qui agit sur l'a priori, et vous attendez que le monde change par la personne qui va changer l'a priori. Il faut que vous, en tant que créateur, inventeur, ayant une capacité d'imaginer, est-ce que vous êtes capable d'inventer la commande et éventuellement de ne pas avoir envie de faire la forme de la commande que vous avez inventée. Donc moi je me suis dit un jour, tiens, c'est une place qui n'existe pas, et si je me mettais à reposer la question, c'est-à-dire de dire à une question posée, est-ce que je peux dire peut-être que la question elle est mal posée, et peut-être même que la question elle n'existe pas. Donc c'est pas une réponse révolutionnaire par rapport à une question à laquelle il n'y a pas de réponse, mais c'est peut-être qu'en reposant la question est reposée autrement, et elle change de sujet, ou éventuellement la question n'existe plus, et on est soulagé d'avoir éliminé la question. Vous voyez, on se dit, mais en fait, non, c'est formidable, on allait se faire chier, là, tout ça, et bien on a éliminé la question, tiens, passons à autre chose. On a dégagé le terrain. Alors, du coup, je me suis dit, mais en fin de compte, l'important, c'est la commande. Donc, mais qui commande ?
Voilà, c'est la grande question dans notre société démocratique, c'est qui commande. Parce que dans une société autoritaire, et comme voilà, les pays arabes où on voit des choses, bon, en effet, c'est une dictature monarchique ou une monarchie dictatoriale, mais c'est en fin de compte un pouvoir autoritaire qui commande. Comment pourrait-on, nous, dans une société démocratique comme la nôtre, permettre que la démocratie ne fasse pas que la commande soit normalisée? Parce que la commande, elle est normalisée parce qu'il y a des règles qui disent qu'il ne faut pas que quelqu'un se permette de commander parce qu'il apparaîtrait comme dictatorial. Alors il faut que la commande soit confuse et diffuse et que de tout ça, on fasse un niveau moyen général incompréhensible et que cet incompréhensible, il y a un créateur après qui tente de dire « moi je crois avoir compris au travers de ça » et en fin de compte, il produit quelque chose qui n'est ni l'attente, ni réellement la commande, et ni est vraiment quelque chose qui est une invention. C'est une sorte de mimétisme sur les choses que les autres font. Alors du coup, je me dis, on va réinventer la commande, mais qui commande? Alors, est-ce que celui qui commande, c'est celui qui a une idée? Pensez ça, pensez quelqu'un qui, dans une société, pense que voilà, les choses ne vont pas, l'hôpital ne va pas, ou je sais pas quoi, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un détail de la vie quotidienne. Il y a quelqu'un qui a une idée, et cette idée entraînerait une commande. Donc, cette personne qui a une idée, enfin, qui est un être vivant, qui a en fin de compte, qui est animé par quelque chose, il voudrait avoir la parole, mais il n'a pas la parole parce que ça ne lui est jamais demandé de donner son avis et encore moins de commander. Alors j'ai commencé à travailler beaucoup avec des gens qui, justement, étaient en marge. Michel a utilisé ce terme et tout. Mais en fin de compte, c'était une marge qui est une périphérie très riche. Et donc j'ai travaillé très tôt sur les squats. Vous voyez, sur pourquoi quelqu'un utilise un objet abandonné. Pourquoi? Est-ce qu'il l'utilise parce qu'il est abandonné, donc voilà, il ne se pose pas de questions, il l'habite? Ou est-ce qu'il l'utilise parce qu'il ne supporte pas qu'on abandonne quelque chose alors qu'il demandait la même chose et on lui disait que ça n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'argent? Exemple, avoir un atelier, un espace de rencontre, et ainsi de suite. Donc il occupe quelque chose et en occupant cette chose, il révèle que cette chose qui n'est pas faite pour être habitée au sens général du terme est mieux faite pour être habitée que quelque chose qui est fait pour être habité. Vous voyez, parce que le fait qu'il ait perdu sa destination première, il est abandonné, il devient une partie d'une ruine ou d'une mémoire dont quelqu'un s'en empare, non pas pour la restaurer et la mettre dans son état d'origine, mais pour dire, puisqu'elle est abandonnée et qu'elle est chargée de l'histoire, moi je l'emmène dans l'histoire en l'occupant. Donc j'ai découvert très tôt que voilà, un squatteur était quelqu'un, en fin de compte, qui avait un souci de l'intérêt général. Il avait, en fin de compte, en se défendant lui-même, en se protégeant lui-même, en étant dans cet endroit, il avait un souci donc de l'intérêt général. Et je me suis même rendu compte que peut-être pour certains, occuper une usine, parce qu'il y avait beaucoup d'usines à l'époque qui étaient désaffectées, ou un bâtiment agricole, c'était peut-être rendre hommage à ses ancêtres. Ses ancêtres avaient travaillé, on allait détruire les usines, on les laissait en ruine. Peut-être que habiter une usine ou habiter une ferme, c'était une façon d'habiter dans un monde contemporain, d'un monde passé dont ils n'avaient pas toujours compris pourquoi ce monde avait changé, perte de l'emploi ou perte de l'agriculture, ou éventuellement la victoire, la lutte qui avait permis à des gens d'abandonner des lieux qui étaient donc impraticables sur le plan du travail. On peut dire que voilà, quelquefois c'était l'enfer. On en parle à Abu Dhabi, mais même encore aujourd'hui, il y a des gens qui, dans la rue, pour que ici ça marche, pour que l'électricité marche, qui travaillent dans un enfer. Voilà. Être égoutier, c'est un enfer. Voyez, on attrape des maladies dans les égouts, c'est un enfer. Mais quand on va pisser ou chier, on tire la chasse, on oublie, on s'en fout complètement. Mais hop, ça part. Il y a pourtant quelqu'un qui, en bas, fait en sorte qu'avec des aiguillages et tout, votre étron aille directement à la station d'épuration d'Acher. Voilà, parce que moi, j'en connais un qui fait ça. Et tous les matins, il est devant son écran et il gère les masses fécales. Voilà, il est là et il sait qu'à tel endroit, il y a des travaux et donc il y a des aiguillages et tout. Et il envoie, il fait faire un grand tour aux matières fécales, 5 km, pour qu'elle n'arrive pas tout en même temps à Acher. Et donc, personne ne connaît ce métier. Personne sait que ce métier est peut-être le premier métier de l'écologie, puisque une ville assainie, c'est une ville qui sait séparer ses ovanes et ses eaux. Alors, je me suis dit, qui pourrait avoir la parole et qui ne l'a jamais?
et qui, en ayant la parole, réglerait un énorme problème. Donc j'ai travaillé sur la demande. Et après, quand la demande est entendue, comme vous le savez, des fois la lutte fait que vous restez dans la marge, et cette demande, eh ben, vous la tenez en vous battant. Et quand vous n'êtes plus là, la personne qui a été à l'émergence de la demande, ou le groupe, quand il n'est plus là, la demande s'effondre. Parce que voilà, elle ne passe pas, elle reste à la marge, elle ne passe pas dans le droit commun et dans l'intérêt général. Alors je me dis, après, en fin de compte, il y a de la demande, il y a la commande. Qui commande ? Donc il y a une grande commande publique hein, dans tous les pays, même dans les pays non démocratiques, pardon, il y a une grande commande publique. Il y a beaucoup d'argent public avec des équipements publics qui sont nécessaires, d'ailleurs, à l'enrichissement privé de ce que Michel parlait tout à l'heure sur l'économie. C'est-à-dire qu'on est obligé de produire une économie sociale et solidaire, on pourrait dire comme ça, et cette économie sociale et solidaire, nous, on s'en contente. Certains nous la pillent. Certains, donc, vont dedans pour aller chercher ce qu'il y a de rentable pour eux. C'est eux qu'il faut contrôler. Mais en effet, l'économie, c'est magnifique. D'ailleurs, être dans l'économie, il faut liser même les travaux d'Esther Duflo sur les petites économies et tout. En fin de compte, tout le monde sait ce que c'est que l'économie. Vous faites les courses, vous allez en voyage et tout, tout le monde sait gérer. Donc c'est le surplus qu'on ne sait pas gérer. C'est la spéculation sur le surplus qui est un scandale. Alors du coup, je me suis dit, qui commande la grande commande publique? C'est sûrement le politique. Mais comme le politique est désarmé sur le plan réglementaire, parce que, voilà, au prétexte qu'il y a de la corruption et ainsi de suite, on lui met des règlements incompréhensibles. Donc seuls des techniciens comprennent ces règlements, et les techniciens les comprennent d'ailleurs de manière spécialisée. Il n'y a pas quelqu'un qui a une vision globale des règlements. Il y a quelqu'un qui a une vision des règlements sanitaires, l'autre des règlements, mettons, de l'handicap, l'autre des règlements du développement durable et tout. Et c'est l'accumulation de ces règlements dont chacun, on pourrait dire, est d'intérêt général, mais l'imbroglio de ces règlements mis les uns à côté des autres produit un contre-règlement. C'est-à-dire qu'il est même pas à un niveau moyen général, il peut être même pire que s'il n'y avait pas de règlement. C'est-à-dire qu'une liberté totale, avec une imagination, dans une confiance démocratique, avec des gens qui accepteraient d'expérimenter pour atteindre un objectif, c'est-à-dire encore une fois, donc de n'être jugé qu'à posteriori et non pas d'avoir un a priori réglementaire, vous apercevez qu'on pourrait faire ce genre. Alors je me suis dit à un moment donné, je vais donc déréglementer le rapport du politique au technique, et je vais donc pour cela aller voir des politiques et des techniciens et essayer d'avoir la liberté démocratique en tant qu'un citoyen donc de la société civile, de prendre en charge un sujet qu'aucune structure institutionnelle ne peut prendre en charge, et de dire, moi, à mon niveau, par la confiance, parce qu'on est dans un État qui est structuré, une démocratie quand même réelle et tout, et c'est la peur de la délégation de confiance, alors que nous donnons sans cesse une délégation de confiance, ne serait-ce que par l'élection. Voilà. Donc on pourrait avoir un retour de cette délégation de confiance qu'on donne à un politique qui redonnerait à un citoyen, qui traiterait pendant un temps donné, il y a eu des démocraties comme ça d'ailleurs, un objet d'intérêt général, mais il ne serait ni un politique ni un technicien appartenant à l'institution. Alors donc là, j'ai découvert un monde, mais alors vous ne pouvez pas imaginer, un monde totalement vierge, ouvert, où des politiques et des techniciens étaient ravis de pouvoir lire avec moi un règlement et d'en comprendre au niveau du récit l'intérêt philosophique, voyez, social dans le règlement. Donc je me suis mis à avoir comme seul livre rouge de la Révolution républicaine le Code civil. Je me suis dit, en fin de compte, je ne me promènerai toujours qu'avec le Code civil sous le bras. Et à chaque fois que quelqu'un me dira, ça n'est pas possible, je verrai si ça n'est pas possible au niveau de la loi. Allez, non pas, ça n'est pas possible au niveau de la pratique. Souvent, c'est, bon, j'aimerais éventuellement faire, je sais pas quoi, une école sans barrière, par exemple, ou une école sans lieu, voyez, ou une école sans enseigne. Alors, parce que j'ai fait une école primaire, alors tout coup, on m'a dit une école sans lieu. Mais c'est pas possible, puisque comment on va contrôler les lieux dans lesquels les enfants vont recevoir un enseignement? Alors moi je disais, mais attendez, je comprends bien. Quand on sort un enfant d'une classe, c'est à l'époque où on avait des classes patrimoine, des classes vertes et autres, et qu'on emmène un enfant voir, je sais pas, une ferme, un champ, pour le relier au vivant,
on ne transforme pas la cour de ferme en cour d'école. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir du fumier, il peut y avoir un arbre, il peut y avoir un mec qui se promène avec une fourche, il peut y avoir un tracteur qui rentre et tout. Ben oui, parce que c'est ça qu'il faut montrer. Il faut montrer quand même comment l'agriculture... Mais c'est une extension de l'école. Alors je dis, c'est une extension de l'école. Imaginons que l'école n'est que le hall. Voilà, donc l'école, le matin, on arrive, c'est le hall. Et bonjour, bonjour, toi tu pars avec qui? Et hop, tu pars et tu vas à la mairie voir ce que c'est qu'un espace de gestion démocratique. Tu vas au service, je sais pas quoi, de santé d'un hôpital pour voir ce que c'est qu'une urgence et tout. Puis après, on peut éventuellement se revoir dans une salle de la mairie qu'elle nous prêterait et on traiterait de la santé. Mais en même temps, on rencontrerait un malade, un médecin, un prof, moi-même ou je sais pas quoi, un enfant qui lui aussi est allé dans un service peut-être d'urgence parce qu'il est tombé sur le radiateur et qu'il s'est cassé les dents, je sais pas, un truc comme ça. Alors du coup, j'ai fait une école sans lieu, et donc tout le monde disait, ça n'est pas possible de faire une école sans lieu. Vous vous rendez compte que j'ai relu le code de l'éducation. Et parce que voilà, il y a des codes de l'urbanisme, les codes forestiers. J'ai relu les codes de l'éducation. Tout le monde m'a dit mais il y a 1600 pages. Tu vas pas lire 1600 pages et tout. Vous vous rendez compte, c'est faux. Comme dans un dictionnaire, vous pouvez lire un dictionnaire et pas lire tous les mots du dictionnaire en une fois. Vous pouvez aller chercher des mots qui renverront à d'autres mots, et éventuellement avoir un grand plaisir de fouiller dans le dictionnaire. Et donc j'ai relu le préambule du code de l'éducation, qui est une plaidoirie de Condorcet au moment de la Constituante à la Révolution, quand il y a eu un grand débat, justement, sur quelle école la République nouvelle, ou disons après la Révolution, quelle école on devait avoir pour avoir des bons citoyens. Hein. Il y avait même certains qui disaient on doit enlever les enfants aux parents, parce que les parents vont être des contre-révolutionnaires, on devrait capter les enfants, les enfermer dans des pensions et en former des citoyens révolutionnaires. Et puis, il y a Condorcet qui dit, mais non, mais de toute façon, voilà, il y a une école religieuse avant, il y a un tissu qui existe sur le territoire français, on ne pourra jamais lutter contre l'école d'avant, mais d'ailleurs, il ne faut peut-être pas lutter contre l'école d'avant, il faut faire une école d'après, et il faut la mettre à côté de cette école, mais peut-être qu'il faut la mettre tout de suite, parce que si on commence à la programmer, jamais on n'aura le temps de la construire, et il y aura une contre-révolution, et en fin de compte, l'école nouvelle de la République, on ne la verra jamais. Et il prend, il compte quand même comme principe, que seul, comme la France est rurale, nous ne trouverons des lieux d'enseignement que dans les fermes. Et donc il prend comme décision que les agriculteurs prêteront des lieux, qu'il y aura des inspecteurs qui iront voir les lieux qui sont prêtés, et que l'école sera une école écologique, puisqu'elle sera sur les rythmes de l'agriculture, puisque les enfants aident leurs parents et tout. Donc justement, on intégrera le rythme agricole avec le rythme de l'enseignement. Il n'y aura que 2 professeurs, et un professeur dit des sciences humaines, on dirait ça comme ça, ou les sciences molles, ou les sciences dures, le calcul de l'autre côté. Et puis il y aura un inspecteur voilà, qui sera quelqu'un qui tournera pour voir si tout ça marche bien. Et on mettra des écoles, donc dans une économie locale, à une distance de 20 minutes à pied. Donc dès qu'on a trouvé un bâtiment agricole à 20 minutes, en fin de compte, on dit ben, il y a une école. On est compte l'école qui a été créée et ce qui nous reste après de l'école de Jules Ferry, qui est quand même l'école militaro-industrielle, quand même, qui est celle pour ne former que... Donc j'ai refait une école comme ça. Et je suis allé donc chez le préfet, chez le recteur, en lisant l'article et en disant depuis quand cette école éventuellement est interdite, puisque c'est le préambule du code de l'éducation. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un article qui dit que on ne peut pas faire une école comme ça? Non, j'ai dit pas non, je la fais comme ça. Et après j'ai pris le dernier chapitre de code de l'éducation qui est l'enseignement à distance. Parce qu'il y a un service à l'éducation nationale d'enseignement à distance qui permet soit à des enfants qui sont malades ou qui ne veulent pas être mélangés avec d'autres de recevoir, et peut-être même pour des professeurs qui ne veulent plus être en relation avec des étudiants ou des élèves qui sont professeurs. Donc on a de très bons professeurs et de très bons élèves. Et j'ai dit, je vais faire une école qui sera quand même non pas complètement coupée de l'éducation nationale, mais nous enverrons les exercices que nous faisons à l'école. Donc, enfin, avec cette école, on pourrait dire, qui est à distance et qui corrige, donc, dans le cadre de l'éducation nationale, pour nous diriger. Et du coup, j'ai créé un intérêt, vous voyez, entre le fondement même de l'école et l'absurdité de l'école publique, qui est de dire, en gros, c'est l'école à distance. Même, c'est ce que disait Michel tout à l'heure par rapport à la matérialité, mais avant qu'il y ait les téléphones portables et autres, il y avait le courrier et les écoles à distance existaient. Et j'ai mis entre les deux, et c'est là où j'ai inventé la commande,
une chose qui devrait totalement vous concerner, vous, j'ai mis entre les deux, j'ai dit, et mon école sans lieu sera l'école à la maison. Vous savez que ça existe, l'école à la maison. Mais je savais qu'en disant ça, j'allais lever la totale. Toute l'éducation nationale est contre l'école à la maison et tout. Mais il y a quand même des gens qui se posent la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'école nous-mêmes? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser? Parce que l'école ne marche pas. Et en faisant l'école à la maison, vous ne pouvez la faire, cette école à la maison, que si c'est votre enfant. Vous ne pouvez pas faire l'école à la maison à un enfant qui ne serait pas votre enfant. Mais ça veut dire quoi, votre enfant? Alors j'ai commencé à remonter ce sujet. Est-ce que, j'ai commencé petit, vous êtes d'accord que le concubinage est autorisé? Avant, il était interdit. Est-ce que je peux donc, avec mon concubin ou ma concubine, on a des enfants en commun, mais qui ne sont pas nos enfants propres, est-ce que je peux avoir une école de concubins qui ferait que je pourrais faire école à la maison d'un enfant qui n'est pas à moi? Alors là, tout le monde dit, bah, bien sûr, la loi est passée, vous pensez bien, ça ne se pose pas. Je dis, bon, d'accord. Donc ça veut dire que c'est déjà plus l'enfant génétique. C'est un enfant d'un autre, avec lequel je me suis associé pour vivre une autre vie. Donc vous acceptez? Oui, oui, oui. Je dis, bon, alors vous êtes d'accord que le mariage pour tous, c'est une chose qui est arrivée aussi? Oui, mais là, c'était déjà un peu plus dur pour le préfet à entendre. Et vous acceptez donc que, voilà, il y a des gens qui, de même sexe, est un enfant qui n'est pas vraiment le leur, par voilà, une fécondation différente ou éventuellement une adoption et tout. C'est d'accord, c'est compliqué. Et ces gens-là, pourtant, dans la République, sont mariés. Donc ça veut donc dire qu'ils vivent sous un même foyer fiscal et tout. Donc les enfants qui sont dans ce foyer pourraient être considérés comme leurs enfants, comme on l'entendait à l'éducation. Alors là, le préfet m'a dit, écoutez, vous me faites chier, vous arrêtez, faites votre école. Voilà, et donc, vous voyez, il n'y a pas de corrélation entre certaines lois, certains désirs de la société, certains nouveaux modes de vie et des équipements ou des choses qui... Vous devez être tout le temps à cet affût-là. Vous voyez, en plus, c'est magnifique. C'est une sorte d'imagination que vous pouvez mettre au service, justement, d'un changement de comportement qui, après ce changement de comportement, produira une forme qui vous-même vous surprendra, mais dont vous pourrez conduire la transformation de la forme. Vous voyez, un metteur en scène de cinéma, vous êtes d'accord, il a une idée, mais il n'a pas la forme en tête. Un metteur en scène de cinéma, il a une idée sur un sujet, il a une idée éventuellement sur des acteurs, des actrices, des techniciens, des perchemans, et ainsi de suite, mais il va laisser faire à un moment donné cette matière vivante pour atteindre au plus près l'idée qu'il en avait. Et il y a bien une œuvre d'interprétation qui va se faire entre l'idée qu'il en avait, les moyens qu'il s'est donnés, et l'œuvre produite qui n'apparaît qu'au moment où l'œuvre est finie. On n'a pas une pré-œuvre à l'œuvre. Aucun peintre ne fait une pré-œuvre à l'œuvre. Aucun danseur ne choisit un danseur par appel d'offres pour prendre le moins cher. Un danseur va choisir quand même un danseur qui correspond à ainsi de suite. Donc, vous dites, même le code des marchés publics, tiens, à dégager, parce que si c'est un machin, et la commande par concours à dégager, et ainsi de suite. Et donc, je crois que quand vous commencez à faire ça, vous réintroduisez de fait le vivant, vous réintroduisez tous les petits métiers qui concourent à l'acte de construire, au bien-être et autres, tous les petits métiers qui sont méprisés. Et c'est pas d'un seul coup un retour à l'artisanat en disant, bon, puisque le mode industriel, on a besoin, même dans l'artisanat, d'avoir un outil qui est produit industriellement. On a même besoin, peut-être, dans l'artisanat, de la colle qui a été produite industriellement, ou je sais pas quoi, d'une vis qui est produite industriellement. Vous voyez, donc, il n'y a jamais le tout d'un côté bon et le tout de l'autre côté mauvais. Donc, pour moi, si j'avais une leçon à vous donner, si vous voulez, c'est soyez le plus polyvalent possible, le moins spécialiste possible, parce qu'on est dans un monde hyper spécialiste, qui se renferme sur sa spécialité pour se protéger de l'absurdité de sa spécialité. Il faut des spécialités, mais il faut réunir les spécialités. On ne peut pas fonctionner sans être réunis, et on ne peut pas vivre dans un monde sans spécialistes, mais on ne peut pas être isolé sur sa spécialité. Donc il faut réunir des spécialités. Et pour réunir des spécialités, et on ne peut pas les réunir parce qu'on fait un colloque. C'est pour ça qu'on pourrait dire que le Chaudron, aujourd'hui, c'est le début, ça devrait être le début d'une école du territoire, enfin, d'une expérimentation du territoire. Il faut un sujet. Et quand vous avez un sujet, et qu'on en a un tout à l'heure, Michel l'a parlé, le Covid, vous vous rendez compte que, moi j'ai beaucoup participé, parce que je fais beaucoup de travaux dans les hôpitaux, vous vous rendez compte que des choses qui étaient demandées par des
des médecins depuis toujours, on leur dit ça ne vous regarde pas. L'administration, c'est l'administration, la réglementation, c'est la réglementation, vous soignez. Bon, ok, ils soignent. Là arrive un phénomène avec une ampleur telle que le discours soigner, ben, on ne peut pas soigner. On n'a pas assez d'espace pour soigner, ce qui nous arrive par nécessité. Donc il faut qu'on se réorganise. Et à ce moment-là, la réorganisation, elle n'est pas réglementaire. Elle est de nécessité. C'est-à-dire qu'un seul coup, l'énarque qui dirige l'hôpital, il s'y plie. Il faut accueillir en réanimation des gens. Et donc, on ne se pose plus la question de mettre un lit en réanimation dans un service de gynécologie. On ne se la pose plus. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un moment de grâce à l'hôpital que très vite on a repris. Et c'est pour ça que moi, je pense que le monde ne changera que par des bouleversements, et tant mieux que ces bouleversements arrivent, parce que c'est les seules choses qui vont nous permettre de dire nous nous trompons, nous sommes hyper spécialisés, et nous nous trompons, nous programmons des choses qui ne correspondent plus à rien, et éventuellement nous programmons des choses que nous ne finissons pas, parce qu'en cours de programme, on s'aperçoit que ça sert à rien. On voit bien pour le programme nucléaire et autres, on ne sait même plus pourquoi on fait le PR de Flamanville, par exemple. On le fait parce qu'on a commencé, on est obligé de finir. Voilà. Alors du coup, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ça, c'est pas d'être sans spécialité pour être voilà, amoindri, c'est être dans la spécialisation, de réunir les spécialités. Et pour réunir les spécialités, il faut trouver un sujet. Il ne faut pas trouver un sujet que vous ne savez pas traiter. Ce n'est pas un sujet sur l'énergie nucléaire. Votre sujet, il est magnifique. Tout est entouré, tout, quand vous vous promenez, tout ce qui vous entoure, vous y êtes concerné par le métier que vous avez choisi. Tout, en effet, du revêtement de sol, aux toilettes, aux arbres et tout, vous pouvez agir sur le tout. Donc c'est de vous dire, ce qui m'entoure n'est pas conforme, et je vais essayer de réinventer une commande. Alors c'est compliqué, mais moi j'ai totalement inventé une commande. C'est-à-dire que moi je suis allé sur un secteur où tout le monde disait, bon ben voilà, il va se casser les dents, gagner moins, ainsi de suite et tout. Et en fin de compte, j'ai ouvert un champ qui était un champ tellement vierge, si vous voulez, que voilà, j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui trop de travail, voilà, parce que peu de gens savent faire ce que je vais faire. Alors comme Michel a utilisé le mot preuve, et je crois qu'en effet aujourd'hui, il faut faire la preuve de ce que l'on avance. Il ne faut pas simplement déclarer que j'ai raison. Il faut dire, bah, tiens, sur un sujet comme l'hôpital, là, et comme ça, bah, il fallait faire la preuve qu'en donnant le pouvoir aux médecins, donc au personnel le plus... et pour répondre à une demande, eh ben, il fallait raccourcir le réseau. Et ils ont fait la preuve qu'ils étaient donc capables de démontrer qu'un espace comme ici peut être une salle de réanimation. Et qu'en fin de compte, il y a de l'oxygène partout, et il n'y a que ça de particulier, il y a de l'eau partout, des WC partout, et de l'oxygène partout, et voilà, et que de la puissance électrique, voilà, peu importe, et que donc tout le reste est mobile. Tout est mobile à l'hôpital, puisqu'on déplace le malade au bloc opératoire et qu'on le ramène dans sa chambre, qu'on le met dans une salle de réveil, ainsi de suite. Tout est mobile. Et donc, il faudrait, à un moment donné, arriver à démontrer sur des sujets qui vous concernent que c'est possible. Alors, moi, j'en ai fait très provocateur, par exemple. Alors, je vais vous le raconter, si vous voulez, c'est de répondre à un concours. Donc, comme vous le savez, moi, je ne fais pas de concours, mais là, j'ai voulu démontrer que le concours était une mauvaise façon de choisir un auteur. Donc, j'ai répondu à un concours, les mains dans les poches. Voilà, donc, je suis allé au jury, parce qu'à l'époque, on avait encore des jurys en relation directe. Et j'ai donc, vous avez une demi-heure pour raconter votre projet, et j'ai donc raconté le projet. Et au bout de 20 minutes, le président du jury a dit « Mais quel est votre projet ?» Et donc j'attendais cette question. J'ai dit « Mais ça fait 20 minutes que je vous raconte. » Oui, mais quel est votre projet dessiné? J'ai dit « Mais non, je ne peux pas vous le dessiner. » Puisque justement, vous vous posez une question, et moi je me pose la question si la question est bien posée, et j'aimerais que mon projet, ce soit de reposer la question et de trouver une autre forme qui émergera. Elle dit « Mais c'est pas possible. » Je dis bah, « Montrez-moi le texte qui dit que la parole... prime, plutôt est inférieur au dessin. » Alors, il a trouvé que dans les concours, c'est toujours le dessin et tout. Dans le droit, c'est faux. Dans le droit français, quand il y a un sinistre sur un chantier, c'est l'écrit qui prime sur le dessin et c'est le témoignage qui prime sur le dessin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le dessin est annexe. On considère que c'est une indication et cette indication n'est pas contractuelle. Ce qui est contractuel, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui sera dit au moment du contentieux. Donc j'ai dit, ben voilà, je commence, je vous dis ce que je pense,
nous pourrions faire le compte-rendu de ce que je vous ai dit, et nous pourrions nous mettre d'accord que ma commande viendrait de ce qu'on s'est dit au moment du jury. Et donc, c'est un vrai jury. Le jury se prononce sur ma façon de faire. Donc, j'ai été mis hors concours, et le second, moi j'avais presque la majorité, moins une voix, et le second, donc, bien sûr, a été désigné. Donc, je me suis battu en disant que voilà, je voulais engager un contentieux sur ça, et j'ai gagné. Donc, j'ai été donc, du coup désigné comme lauréat. Mais comme j'ai été désigné comme lauréat, j'ai atteint l'objectif que je voulais, j'ai été contrôlé. Je voulais être contrôlé. Donc, du coup, le maire de la ville a désigné le directeur général des services pour me contrôler, l'adjoint aux travaux pour me contrôler, l'adjoint à la culture pour me contrôler. Donc, du coup, c'est comme si je faisais un conseil municipal où, éventuellement, même, je faisais une école, une sorte d'école nationale d'administration, dehors, pour expliquer comment une commande publique pour un équipement public doit se faire. Et donc, du coup, c'est peut-être l'équipement le plus iconoclaste que j'ai fait, ou peut-être avec la plus grande liberté, parce que, du coup, plus ils me contrôlaient, plus je les perturbais. Vous voyez, je les ai contrôlés, admettons, sur les marchés, par exemple. Quelqu'un dit, il faudrait que, je ne sais pas quoi, l'écologie soit traitée. Alors, c'est un sujet qu'aucun entrepreneur ne sait traiter. Aucun. Traiter, vous voyez, le réemploi de matériaux, aucun entrepreneur ne veut le faire. Seules des associations veulent le faire. Et des associations ne répondent pas au marché public. Parce qu'on considère que comme elles sont subventionnées, elles sont dans une concurrence déloyale vis-à-vis du marché privé. Si vous voulez. Donc j'ai dit, mais non, puisque vous me demandez de traiter ce sujet moi je vais le traiter vraiment, je vais faire preuve, je vais le traiter vraiment, je vais vraiment réemployer des choses. Alors du coup, j'ai pris une association. Après, je voulais avoir des mobiliers d'occasion, si vous voulez. Mais je voulais un mobilier d'occasion de très grande qualité. Donc ce mobilier n'existait que chez Emmaüs, par exemple. Donc j'ai décrit les meubles en disant, voilà, je veux une banquette en cuir, machin et tout, ou similaire. Mais je décrivais tellement la banquette que seul, admettons, Emmaüs pouvait répondre. Et j'ai donc tout le temps, comme ça, perturbé les marchés, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on a créé un collectif qui a construit ce lieu, qui était composé d'associations, de militants, d'entrepreneurs privés, éventuellement de services publics, parce que j'ai donné aussi des marchés à commande, comme on dit, à des services publics qui étaient mieux que d'autres pour gérer éventuellement l'entretien de cet immeuble. Vous voyez, donc, c'est pas pour chercher de faire chier, au contraire, c'est pour redonner de l'envie, c'est pour redonner de la vie, c'est pour redonner, disons, de la vie démocratique, et c'est pour redonner une sorte d'allant, et on en parlait tout à l'heure. Vous rentrez dans un monde qui n'est pas le mien, vraiment, parce que moi j'ai un monde disons, favorisé, on pourrait dire comme ça, mais j'ai quand même fait dans un monde réglementé. Je n'ai pas. Vous rentrez dans un monde qui n'est pas la même réglementation que la mienne, dans un monde qui est peut-être plus immatériel, et c'est faux, en effet, il est en même temps très matériel, et donc vous pourriez inventer dans ce monde le vôtre comment faire les choses. Alors, du coup, j'ai mis en place une opération que vous pourriez regarder, qui s'appelle la preuve par 7. On pourrait se revoir d'ailleurs à ce sujet. C'est de dire, il faut faire la preuve, mais quand vous faites la preuve sur une petite chose, on vous dit, bon, bah oui, c'est facile. Voilà, prendre un règlement, mettons, dans un village, qu'il suffit de mettre un seul panneau 30 km/h et que ça vous fait démonter tous les panneaux de signalisation, tous les stops, tous les dos d'âne, et qu'éventuellement même vous virez le revêtement en asphalte et tout, et que vous virez l'éclairage public parce que ça sert à rien, ainsi de suite. Bon, dans une petite commune où un maire est d'accord, on dit c'est parce qu'il y a un petit maire. Mais non, il faudrait faire la preuve que réglementairement, c'est possible dans une petite ville. Alors si c'est possible dans une petite ville, est-ce qu'on est une république bananière qui dirait qu'il y a des endroits où la loi est applicable et des endroits où la loi ne l'est pas? Et quelquefois, le petit, quelquefois le plus pauvre, quelquefois le plus modeste, le moins entendu, a quelque chose à dire. Alors j'ai pris cette échelle du village, moins de 50 habitants, la plus petite unité démocratique française, à la plus grande, on pourrait dire la plus absurde, le département d'Outre-mer, Mayotte. Est-ce qu'une même loi, par exemple, est applicable à Mayotte et dans un petit village de 50 habitants? Alors, j'en prends juste une et puis après je m'arrête. On dit qu'il faut une mixité sociale. Alors ça, c'est un discours politique. Il faut de la mixité sociale. Donc, il faut rééquilibrer le logement social. La mixité sociale égale logement social. Donc, quand il y a trop de logements sociaux, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a trop d'immigrés, il y a trop de pauvres, il y a machin, ainsi de suite, il y a trop d'HLM, ainsi de suite. Il faut donc diminuer et plutôt aller vers les 20%.
Enfin, il y a des communes qui ont 60% de logements sociaux. Et dans les communes où il y a 0 logements sociaux, il faudrait remonter le logement social. Mais vous pensez bien que la ville de Neuilly préfère payer l'amende que de construire des logements sociaux. Donc cette loi ne sert à rien. Donc moi, j'ai pris un petit village où je connais un berger, un village de 50 habitants, qui veut avoir un logement avec un loyer modéré. On va appeler ça comme ça, pas un logement social. Et comme toutes les fermes dans ce petit village des Alpes d'Haute-Provence sont occupées par des gens qui ne l'occupent qu'un mois par an, l'architecture, lui, en fin de compte, il ne peut pas être berger, il ne peut pas exercer son métier dans un milieu qui était un milieu réservé au pastoralisme avant. Donc voilà, il faut qu'il habite éventuellement la périphérie d'un bourg à côté, dans un appartement, et qu'il ait éventuellement ses moutons dans une grange qu'on mettrait sur une zone d'activité, et qu'il est là, il se met là parce qu'il faut qu'il se protège des loups, parce qu'il n'habite pas à côté de ses moutons. Donc j'ai dit, ben voilà, moi, la loi Allure, parce que elle s'appelle comme ça, la loi, elle exige 20% de logements sociaux. Moi, je connais un petit village de 50 habitants. Un logement permettrait d'atteindre les 20%. Est-ce qu'on peut construire un logement social dans un petit village? Bah, bien sûr, et tout. Alors, quel organisme HLM se déplace pour un logement? Bon, on va trouver personne, parce que personne ne se déplace pour un logement. Est-ce qu'un logement social pourrait être autoconstruit? On ne voit pas. On ne voit pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas recevoir une subvention qui lui permettrait éventuellement de construire lui-même son logement. On voit pas. Et après, j'ai attendu, j'ai dit, mais c'est un logement avec 1000 moutons. Alors, est-ce que le logement social s'est posé la question que habiter avec le vivant, il peut tenir le discours, le mec, hein, il va à la fédération HLM et tout, on habite avec le vivant et tout. Mais là, c'est concret, il habite avec le vivant. Et d'ailleurs, ce vivant, et c'est vachement intéressant parce que ce vivant, on en vit, vraiment. Puis le beurre, le lait et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 mois par an, cette personne, elle va dans les alpages. Donc 6 mois par an, elle a son logement vide. Donc 6 mois par an, elle pourrait cohabiter avec quelqu'un qui, lui, viendrait 6 mois par an là, pendant que lui n'est pas là. Vous voyez, ce qui existait avant quand il n'y avait pas de logement social, et qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle arrête le logement social. Là, je m'attaque à un sujet, bon, peut-être que j'y rêverai pas, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ce débat pose comme question de fond total. Et après, je prends l'inverse, je prends Mayotte, où dans la ville dans laquelle je travaille, il n'y a eu que 5 permis de construire déposés. Donc on va dire qu'il n'y a que 5 autorisations républicains de la République de la construction. Et il y a 2500 logements qui ont été construits, donc ce qu'on appelle un habitat informel ou en autoconstruction. Magnifique. Avec des jardins d'autosuffisance alimentaire et tout. Est-ce que la République pourrait dire, eh bien, en fin de compte, l'autoconstruction qu'on vend tant dans les pays anglo-saxons ou allemands ou suisses, comme quoi seuls les bobos peuvent construire, machin et tout, c'est faux. Les pauvres ont toujours autoconstruit, et peut-être mieux autoconstruit que ceux qui apprennent à faire des fermes urbaines alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'une bête ou une graine, et mieux que n'importe quel immigré qui a quand même qui est notre ouvrier qui construit ici. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est voilà, 2495 maisons autoconstruites? C'est une chance pour la République, et la République doit amener l'assainissement à ces 2495. Son travail, c'est ça. Son travail, c'est pas de faire le logement. Son travail, c'est de rendre vivable le lieu qui a été créé par les 2495. Ben là aussi, vous le racontez, tout le monde waf, bien sûr, tu as raison. Et bien, allez après arriver à convaincre que pour un département d'outre-mer, qui est donc un département de la France, qui a les mêmes lois que la France, on va raccorder 2500 logements qui ont été construits sans permis de construire, c'est un chamboulement, c'est une révolution complète. Et donc, vous voyez, et moi, c'est pas du tout lourd. Au contraire, ça libère des fois des énergies chez des constructeurs, chez des opérateurs qui disent, mais c'est vrai, on n'a même pas les moyens de construire. On pourrait donc compléter ces moyens par les peu de moyens qu'on a pour compléter cette construction, pour qu'elle rentre dans l'espace commun. Voilà. Vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est de la philosophie sans en être, c'est de la politique sans en être, c'est de la poésie sans en être, et puis en même temps, c'est du plaisir. C'est un réel plaisir. Ça met en joie. Voilà. Et donc, comme là, on est dans un monde désenchanté, on ne va pas réenchanter le monde par une déclaration politique ou par une nouvelle loi. Il faut qu'on réenchante le monde par une liberté donnée ou une liberté
d'ailleurs qui est inscrite dans le droit et dans la Constitution. C'est même pas un truc qu'on va inventer, ça existe. Donc il ne faut pas dire, voilà, ben, on n'y arrivera jamais. Ça existe, il faut prendre l'article 1 et dire, ben, voilà, ça, et donc je peux recevoir par délégation. Alors on va dire, ah non, c'est pas possible. Moi je dis, ah bon? Et comment Bouygues, Vinci, Eiffage obtiennent par délégation de construire des équipements publics ou des infrastructures publiques dans ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Vous avez peut-être entendu ça, le PPP. Et donc moi, j'ai appelé ça autrement. J'ai appelé PPP, Parlement public-privé. Est-ce qu'on peut avoir un Parlement donc démocratique, public-privé, qui s'attache à réaliser un équipement public pour lequel on a de l'argent public que les grands majors de la construction captent parce qu'ils sont attribués à la commande, mais qu'on pourrait tout à fait donner à des structures associatives ou à des toutes petites structures artisanales, ou à des petites structures d'ailleurs commerciales. Voilà. Alors, ne soyez pas inquiets de ne pas appartenir à une corporation. Ne défendez pas trop l'idée que, voilà, il faut garder le mot architecture et tout. Peut-être que d'ailleurs, entre urbain et rural, bah, vous avez trouvé le mot, c'est les territoires. En fin de compte, il n'y a plus... cette séparation est peut-être ridicule. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que voilà, où tout est urbanisé, mais comme c'est un mot complexe, peut-être que le territoire est habité, et il est habité à différentes échelles, et que ce qui se construit dessus peut être tout à fait l'œuvre d'un autoconstructeur, d'un designer, d'un architecte, d'un paysagiste, ou éventuellement voilà, d'un architecte d'intérieur. Enfin, je sais pas, mais ne faites pas un foin voilà, du titre. Alors ça pose une question, c'est que moi j'ai donc été attaqué au pénal par l'ordre des architectes parce que je me suis auto-attribué, j'ai voulu retirer le mot intérieur en disant il y a de l'architecture, point, voilà, arrêtez. Et même le design, il fait partie de l'architecture. Et donc j'ai été attaqué au pénal par l'ordre qui dit voilà, c'est un port abusif du titre. Moi je pense qu'il faut que vous soyez dans ce rapport-là. C'est pas un port abusif du titre. C'est comme si on ne pouvait pas porter le titre de maçon, le titre de je sais pas quoi. Voilà, peut-être qu'il y a certains métiers qui exigent des compétences, mais l'appartenance à un seul ordre, s'il y en avait plusieurs encore, c'est un abus démocratique. Et d'ailleurs, c'est un reste du gouvernement de Vichy. Donc, rien que pour ça, ça mérite d'être titillé, comme on dit. Et d'ailleurs, la présidente de l'Ordre national, que j'ai quand même un peu formée, Christine Lecomte, elle en convient. Cet ordre mériterait de s'élargir à des compétences qui sont voilà, bien au-delà des compétences pures et strictes de l'architecture, et ça ferait du bien à l'architecture, et ça ferait du bien à la corporation, et ça ferait du bien à la société. Donc c'est plutôt ça que vous devez faire en même temps que votre métier. Voilà. Et donc vous êtes dans une bonne école, mais je pense que Sandrine et Vincent, je pense qu'il faudrait faire qu'on fasse une école de terrain. Voilà, donc pour l'école de terrain, là j'en fais une tout le temps. Enfin, j'ai mes 7 sites où j'habite. Et là, bon, je ne peux pas vous y inviter parce qu'on est déjà complet. Je fais une descente pour les Journées du patrimoine 17-18 de Gennevilliers allant à Bagneux, vous voyez, qui est dans le même département, mais c'est à 1h30 en transport pour aller de Gennevilliers à Bagneux. Et donc on a loué une péniche, on descend donc en péniche, on embarque sur le port de Gennevilliers. On descend, on couche à Reveil-Malmaison, enfin un grand campement de 100 tentes, enfin une grande soirée avec les jeunes de la région parisienne, et on repart à pied avec des parcours différents à Bagneux. Et à Bagneux, on fait une représentation théâtrale du théâtre de Gennevilliers sur le terrain d'un lycée à Bagneux. Et je travaille sur un lycée qui n'existe pas. C'est-à-dire que j'essaye de démontrer que peut-être que, un peu comme je vous le disais pour l'école primaire, peut-être qu'un lycée, ça ne nécessite pas obligatoirement la construction d'un bâtiment. Peut-être qu'un lycée, c'est un centre culturel de rencontre, une maison de jeunes et de la culture. Voilà, et peut-être qu'un lycée, au sens peut-être ancien du terme, c'est un lieu d'échange dans lequel on fait du sport et on fait de la philosophie, mais peut-être que là on pourrait faire plus à notre époque. Et peut-être que le lycée pourrait être nourri des professeurs des autres lycées, éventuellement comme moi, de vieux professeurs de lycée à la retraite qui viendraient. Et donc j'ai 1 hectare vide qu'un promoteur m'a donné à Bagneux, et ça s'appelle le LAL, le lycée avant le lycée. Donc du coup, on me prenait pour un con, un vieux schnock, comme tu dis, et arrive le Covid, et du coup, je me trouve avec le seul établissement conforme, parce que il n'y a pas de salle, et il n'y a pas de couloir, et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien.
Et donc, du coup, le rectorat est venu pour dire peut-être qu'on pourrait faire une école de plein air. Alors, je vous dis juste ça pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a une école magnifique à Suresnes qui s'appelle l'école de plein air, qui a été faite par un maire magnifique, Henri Sellier, un architecte exceptionnel, Marcel Lotz. Et cette école, qui est donc une école où la moitié de la classe, ça à peu près comme ici, avec des poteaux aussi ça, la moitié de la classe, elle est sur une terrasse, l'autre moitié de la classe est dans l'école. Entre les deux, il y a une paroi vitrée, comme ici, qui articule. Et donc, on est 15 et 15, on est 15 dehors, 15 dedans. C'est ce que réclament tous les pédagogues, hein, quand on avait parlé ensemble, tous les pédagogues un peu alternatifs et autres, et tous les pédagogues depuis très longtemps. Dissocier le groupe, le déplacer, le mettre dans des conditions différentes, y compris d'ailleurs pour les problèmes de violence. Quand il fait froid, on se calme un peu dehors. Et donc, cette école, elle a été fermée parce qu'elle est non conforme aux normes énergétiques. Voilà. Alors, au moment où on parle d'économie d'énergie, elle est dans le collimateur. Donc, on la désaffecte, elle va tomber en ruine et elle va finir au moment à New York, hein, parce que tous les antiquaires sont à l'affût de démonter un morceau de cette école. Arrive le Covid, et d'un seul coup, cette école devient précurseur de ce que pourrait être une école ventilée naturellement, avec deux groupes de 15. Vous voyez, c'est d'être toujours à l'affût, et donc je fais venir les ministres de la Culture et la représentante du ministre de la Cohésion des Territoires, qui va donc, Emmanuel Paragon, voir cette école pour dire, mais est-ce qu'on peut faire autre chose que de marcher sur la tête, quoi, de dire une chose et faire son contraire, alors qu'on a déjà un déjà là qui correspond à la demande. Voilà, je vous laisse ça. Vous avez faim et vous avez raison.